Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 10 novembre. Ils sont en colère, les retraités manifestent contre la politique du gouvernement à l'appel de plusieurs syndicats. Ils se sont notamment réunis devant la permanence de la députée de La République En Marche, Aurore Berger, à Rambouillet. Jean-Luc Ourgaud est notre invité fil rouge pour cette émission, le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux. Nous évoquerons avec lui les projets qui vont façonner la ville ces prochaines années et l'avenir aussi de 50 ans en Yvelines. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, retour sur la journée contre le harcèlement scolaire dans les Yvelines et une opération de communication pour le commerce de proximité lancée à Guyancourt. Mais on ouvre ce journal avec cette émission sur ces images tournées ce vendredi matin, celle de la visite de deux ministres à Saint-Non-la-Bretèche près de Villepreux. Agnès Buzyn et Stéphane Travert, respectivement ministres de la Santé et de l'Agriculture, ont visité les installations de la boîte à champignons, une entreprise yvelinoise qui recycle de la mare de café pour faire pousser ensuite des champignons. Un déplacement sur le thème de l'alimentation saine et solidaire. Nous reviendrons sur cette visite en détail dans notre journal de lundi. Hausse de la CSG, gel des pensions, baisse des APL aussi. Le courroux des retraités est important contre le gouvernement. Pour l'exprimer, ils se sont rassemblés ce vendredi devant la permanence parlementaire d'Aurore Berger, députée de La République En Marche, à l'appel de la CGT et FSU notamment. Ils étaient près d'une vingtaine de personnes présentes à Rambouillet. Écoutez ces propos recueillis par Grégory Canalé. Les retraités sont les maltraités du gouvernement Macron. Les pensions, ça fait des années qu'elles n'ont pas été augmentées. Aujourd'hui, il prétend augmenter la CSG pour les retraités. Ça va faire des centaines d'euros en moins par an. De plus, on réclame la tarification à demi-tarif pour les transports en commun pour les retraités. Voilà, donc il y a beaucoup de revendications et il y a beaucoup de choses qui restent en litige. En tout cas, nous, les retraités, on ne veut pas être les sacrifiés du gouvernement Macron. Pour être tout à fait complet, sachez que Aurore Berger, absente ce vendredi, recevra les représentants syndicaux le 4 décembre prochain. Une pétition signée par plus de 1000 retraités lui sera remise. C'était pour le moins une visite surprise. Lundi, près d'une quarantaine de députés se sont rendus dans plusieurs prisons de France. Objectif de la visite, constater l'état des centres pénitentiaires en vue de nouvelles mesures et constructions sur le quinquennat. Surpopulation carcérale, manque de moyens humains et matériels sont le quotidien des condamnés et agents publics sur place. À Bois d'Arcy, où près de 1000 détenus sont incarcérés dans un établissement conçu pour 560. Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines et présidente de la commission des lois, a pu observer le mécontentement induit par une telle promiscuité. Propos recueillis par Léa Rège. Quand un bâtiment a été créé pour héberger 500 personnes, lorsque ce bâtiment en héberge presque 1000, nécessairement cela crée des tensions en termes de sanitaire, en termes de repas, de préparation, d'usage du matériel qui se dégrade très rapidement, et bien sûr de présence du personnel. Et ça génère aussi des tensions potentiellement entre les détenus, et donc ces tensions peuvent nécessairement rejaillir également sur les conditions de travail du personnel. Donc cette surpopulation est vraiment néfaste pour tous les acteurs en fait, de la chaîne pénale, et pas seulement en qualité de confort pour les détenus. Notre invité fil rouge nous a rejoint en plateau, Jean-Luc Ourgaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, en titre le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux, et ce depuis le 16 octobre. Vous avez succédé à Michel Laugier, lui qui est devenu sénateur en septembre et qui était donc soumis à la loi du non-cumul des mandats. Première question sur votre positionnement politique. On vient de voir deux actualités qui concernaient la République En Marche. Quelle est votre place à vous sur l'échiquier politique? Vous êtes d'hiver droite, mais pas encarté du coup ni chez les Républicains ni chez l'UDI. Où est-ce que vous vous situez concrètement? Exactement dans le droit fil de ce qu'est Michel Laugier, c'est-à-dire d'hiver droite, mais au centre. Je ne suis pas du tout encarté soit aux Républicains, soit c'est une volonté. C'est une volonté depuis de très nombreuses années. Donc voilà. C'est pourquoi? Pour garder une certaine liberté de pensée politique. C'est effectivement pour garder une certaine liberté de pensée politique, mais je sais très bien où je me situe. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je considère ainsi que j'ai une certaine liberté et une facilité pour prendre la parole sur différents sujets
qui me convient par rapport à ce positionnement au centre. Avant d'évoquer les affaires, on va dire, locales, comment vous jugez globalement, en tant qu'élu local, vous, l'exécutif, la politique d'Emmanuel Macron et puis du gouvernement depuis Écoutez, il y a deux aspects. Je pense que ce que le président de la République a mis en œuvre au niveau des lois travail, c'est une très bonne chose. J'estime que je trouve que nous avons un très bon ministre de l'Éducation nationale qui est en train de recentrer l'éducation sur ses fondamentaux, M. Blanquer. Par contre, pour être moi aussi retraité, là, je ne suis pas du tout en ligne avec les mesures qui sont prises actuellement, parce que les retraités, depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans, sont vraiment soumis à beaucoup de sollicitations. Ça ressemble à un LR constructif de l'Assemblée nationale. Je ne prendrai pas cette image, toujours pour garder mon indépendance, mais je trouve que non, là, dans ce domaine-là, on peut revoir la copie. En tout cas, vous êtes, en accord avec l'action qu'a menée Michel Laugier à la mairie de Montigny-le-Bretonneux depuis 13 ans. Est-ce que vous sentez une pression particulière de prendre le relais d'un personnage local bien connu des Igny-Montins? Est-ce que c'est un peu plus difficile pour vous? Est-ce que ça ajoute... De toute façon, c'est une pression qui existe, puisque à partir du moment où j'étais adjoint et que je suis devenu maire, si vous voulez, la dimension n'est pas du tout la même. Donc la pression, elle est là. Et naturelle, mais est-ce que le fait que ce soit Michel Laugier, ancien président de 50 ans en Yvelines, nouveau sénateur aussi, est-ce que ça rajoute Non, c'est pas tellement par rapport aux fonctions que Michel Laugier existait. Michel Laugier est quelqu'un qui était très investi sur le terrain. Et donc, pour moi, je m'inscris dans cette continuité-là. Alors après, chacun a sa personnalité. Mais si je ne m'étais pas reconnu dans ce que Michel Laugier a mis en place depuis de très nombreuses années, bien sûr, je n'aurais pas été... Qu'est-ce qui va vous différencier, selon vous, de Michel Laugier? Vous parliez de personnalité. On savait que c'était quelqu'un de plutôt conciliant. Vous semblez l'être aussi, pour le coup. Oui, je pense que c'est peut-être aussi ce qui m'a permis, par rapport à mes collègues qui m'ont porté à cette élection, c'est d'avoir ce même profil, à savoir d'essayer de rassembler au maximum pour continuer dans un programme qui a été initié par Michel Laugier et sur lequel les Igny-Montins se sont très nettement prononcés en 2014. Donc voilà, je pense que quand on est maire, mais ça peut très bien être aussi quand on a une étiquette LR ou autre, le propos il n'est pas là. C'est qu'on est là, une fois qu'on est élu, on est là pour rassembler. C'est valable quand on est maire, quand on est président de la République, etc. Donc il faut vraiment rassembler pour faire adhérer le maximum de personnes. Pour le moment, un petit peu moins d'1 mois après votre élection, vous êtes dans quelle étape de votre fonction? Ça y est, vous avez endossé le costume du maire pleinement, ou vous êtes encore en phase découverte de Non, ça serait très prétentieux pour moi de dire qu'en même pas 1 mois, j'ai endossé le costume de maire. Il faut, si vous voulez, il y a une très grande différence d'être adjoint et d'être maire. La dimension n'est pas du tout la même. J'en prends tout à fait conscience maintenant. Et quand on est maire, eh bien, on touche à tous les domaines d'intervention de la commune. Donc, il faut un certain temps pour prendre cette dimension-là. Et je suis dans une phase d'apprentissage, je vais dire, mais qui est déjà bien avancé. Et vous avez sûrement un agenda très, très chargé. En tout cas, l'agenda de Montigny jusqu'en 2020 l'est pour parler d'un projet, puisque vous êtes aussi, je le rappelle, doté d'un plan d'investissement pluriannuel à Montigny-le-Bretonneux qui fixe en fait le cadre des grands projets pour jusqu'en 2020. Le projet phare à Montigny-le-Bretonneux, c'est le projet culturel lié à l'ancien collège Bergson. Tout à fait. Où en est-on concrètement aujourd'hui? Les travaux ont-ils ou vont-ils débuter? Est-ce que tout est bouclé pour enfin, j'ai envie de dire, rentrer dans la phase active du projet? Alors, les travaux sur les plans, tout ça est bien sûr aujourd'hui réalisé. On devrait commencer à pouvoir donner les premiers coups de pioche pour la démolition en début d'année 2018. Ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il y a des découvertes au niveau de l'amiante, quelques problèmes au niveau des réseaux. Mais donc les premiers coups de pioche de la démolition devraient commencer en 2018. Sur le financement, c'est un projet selon le magazine municipal de 15 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui tout est financé? Est-ce que tout est supportable pour la mairie, finançable? Si vous voulez, ça fait partie des points qui ont été largement initiés par Michel Laugier, mais avec toute son équipe. Nous avons voté ces gros projets parce que nous avions des finances à Montigny qui nous permettaient de le faire.
Et donc aujourd'hui, je ne me projette pas en 2018, je me projette jusqu'à la fin du mandat, en 2020, où aujourd'hui nous avons financé le conservatoire Bergson, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore rebaptisé, mais le projet d'aménagement du club Le Village, le projet de réaménagement de l'ancienne école Samin. Donc vous voyez, on entend souvent les maires et les mairies se plaindre de façon légitime, j'ai envie de dire, de la baisse des moyens, des dotations. Vous, j'ai envie de dire, Montigny, vous êtes dans une note un peu différente. Votre situation à vous est presque enviable aujourd'hui ? Dû à vos efforts passés. Voilà, je pense que vous venez en même temps de donner la réponse. Nous inscrivons, et je m'inscris parfaitement dans les inquiétudes qu'il y a sur les risques qui pèsent sur les communes, et principalement la réforme de la taxe d'habitation. Par contre, la gestion, non pas des dernières années, mais depuis un certain nombre d'années, la gestion prudente financière de Montigny nous a permis de dégager des marges de manœuvre qui vont se retrouver aujourd'hui dans des investissements importants pour les Ille-et-Montins. Et c'est pour ça qu'on est un peu plus serein, je dirais, aujourd'hui, peut-être que certains collègues qui ont de réels soucis de financement. Et du coup, grâce à cette bonne gestion passée, pas de hausse de la fiscalité locale malgré la baisse des dotations, est-ce que ça peut perdurer, excusez-moi, ce maintien des taux écoutez, c'est vraiment le sens de notre engagement. Maintenant, je vous dis... ça s'annonce encore une fois, je vais dire, salé pour les collectivités. 13 milliards d'euros d'économies jusqu'en 2022. Est-ce que vous pourrez maintenir ce... C'est toute la question à laquelle, à l'heure où nous discutons, je ne sais pas vous répondre. Tout ça va dépendre comment cette réforme de la taxe d'habitation va être articulée au niveau des communes. Donc ça, c'est le point d'interrogation. Dans l'état actuel des choses, je peux vous dire clairement, oui, nous n'avons pas du tout l'intention d'augmenter les impôts. Pour 2018. Pour 2018, oui. Après, c'est difficile pour 2018. De se projeter. Après, ne me demandez pas 2020 et au-delà. Encore une fois, ça va dépendre de ce qui va se passer, parce que vous savez, l'État annonce toujours qu'il va compenser. Là, oui, c'est ce que dit l'État. Il compense de 10 milliards d'euros la taxe d'habitation qui sera supprimée. Je lui accorde crédit dans ce domaine-là, mais en général, on compense la première année, puis après, ça va régulièrement en diminuant. Donc je suis très prudent dans ce domaine. Jean-Luc Courgaud, restez avec nous. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Cette semaine, la rédaction de TV78 a reçu en plateau l'ancienne secrétaire départementale du PS, Sandrine Grand-Gambe. L'occasion pour elle d'évoquer sa mise à l'écart du Parti socialiste, mais aussi l'actualité de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'élu de Trappes a notamment confirmé que la gauche allait accepter la main tendue par la majorité pour faire partie de l'exécutif. C'était mardi dernier. Écoutez-la. On demande à participer à l'exécutif, on demande à être partie prenante en fait de l'avenir de ce territoire, puisqu'on pèse aussi dans ce territoire, et puis qu'il y a des clivages qui sont parfois indépendants des parcours politiques, mais qui sont liés au territoire réellement. Donc ça paraissait normal. On a entendu la demande de Jean-Michel Fourgousse qui est d'accepter cette proposition de participer. Après, il y a une charte de gouvernance qu'on veut vraiment mettre en place avec nos collègues pour que ça marche. Il y a quelques négociations encore. Donc il y a encore des négociations à la fois sur les périmètres et puis sur comment on fait, comment on travaille à 12. Et là, il faut avancer avec tous les maires, mais sur le principe, je crois qu'il y a un accord qui se dessine. Jean-Luc Courgaud, vous connaissez la vie politique locale, vous savez à quel point ça peut être compliqué entre opposition et majorité depuis 2014. Est-ce que selon vous, avec l'élection là, de Jean-Michel Fourgousse et puis cette main tendue acceptée par l'opposition, on peut repartir sur de nouvelles bases et puis mettre fin à ces tensions qui sont probablement et sûrement nuisibles pour la politique, pour la vie des Saint-Quentinois ? Oui, je le pense très sincèrement, mais cette main tendue, certes, Jean-Michel Fourgousse... Jean-Michel Logier l'avait fait voilà, aussi Michel sur son Logier, temps, c'est le propos que je voulais compléter par rapport à ce que Sandrine Grand-Gambe a dit. Cette main tendue a déjà existé dans le passé, elle n'a pas été Michel saisie. Logier, je viens de dire Jean-Michel, c'était Michel Logier. Michel Logier, tout à fait. Donc là, oui, Jean-Michel Fourgousse a retendu cette main. Il semblerait donc que nos collègues de l'opposition aujourd'hui la saisissent. Et je pense que ce sera très bien parce qu'il faut s'inscrire effectivement dans un partage des informations.
chacun étant à son rôle, à sa place. Il ne faut pas non plus avoir un mélange des genres, mais si cette évolution peut se faire, je pense que Saint-Quentin-en-Yvelines n'en retirera que du bien. Malgré tout, il y a quand même des craintes qui s'expriment, peut-être sur la personne en elle-même de Jean-Michel Forgousse, on va dire moins conciliante que pouvait l'être Michel Laugier. Il est peut-être aussi moins apprécié, même si ce n'est pas le plus important quand on est un homme politique, mais de ses opposants politiques, est-ce que vous craignez que les tensions finalement reviennent rapidement concentrées sur la personne de M. Forgousse? Écoutez, moi je ne sais pas ce dont l'avenir sera fait. En tout cas... Mais attendez, si Jean-Michel Forgousse était aussi moins conciliant et tout, il n'aurait pas fait cette ouverture à nos collègues de la gauche. Pas d'inquiétude particulière. Non, je pense qu'il faut laisser le temps à cette agglomération de repartir avec nos collègues de l'opposition, si tout ceci se confirme. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on prêterait certaines intentions à Jean-Michel Forgousse. Laissons-lui cette politique fiction pour l'instant. Oui. Vous avez refusé une vice-présidence. Pourquoi ? Alors j'ai refusé une vice-présidence pour la simple et bonne raison, c'est que j'entends me consacrer pleinement à la ville de Montigny. Les enjeux qui sont devant nous, j'en ai parlé un peu plus tôt au niveau financier, et sur ces très gros projets que nous avons, méritent, à mon avis, que le maire s'y consacre pleinement. Si j'avais pris une vice-présidence, ça voulait dire une délégation dans un domaine quelconque de l'activité de Saint-Quentin, et j'aurais eu moins de temps à consacrer sur Montigny. C'est aussi pour ça que vous gardez tout de même 2 vice-présidences de Montigny-le-Bretonneux, avec Ariel Aubrier et Armel Aubrier. Décidément, les prénoms, c'est pas ça aujourd'hui, excusez-moi. Voilà. Armel Aubrier et Suzanne Blanc. Jean-Luc Courgault, là c'est le bon prénom, le bon nom. On vous garde encore quelques minutes. On s'intéresse à présent aux commerces de proximité. Ils sont en danger dans beaucoup de communes soumises à la concurrence des grandes enseignes. À Guyancourt, la municipalité a lancé une campagne de communication pour soutenir ces commerces de proximité. Reportage sur des images de Nicolas Dandry. Sur un air des Beatles, voici la nouvelle affiche que les habitants de Guyancourt vont pouvoir découvrir dans leur ville. Un boucher, une fleuriste ou encore un boulanger, ils ont tous le sourire pour une opération de communication qui vise à les mettre en avant. Les habitants disent manquer de commerce de proximité et être en concurrence avec ces grandes surfaces. Donc la ville a décidé de communiquer et de mettre aussi en valeur ces petites structures qui sont dans nos centres-villes. À Guyancourt, 140 commerces de proximité sont présents sur l'ensemble de la ville. Un chiffre important pour 28 000 habitants et qui prouve que les petits commerçants résistent face aux grandes enseignes. C'est le cas de ce pressing qui profite des nouvelles constructions de logements et de la présence des entreprises à proximité. La clientèle, je dirais, c'est essentiellement des jeunes qui dépendent beaucoup du technocentre qui est à côté. Ça fait tourner la maison de la presse, ça fait tourner la boulangerie. Je dirais, on les connaît tous, c'est une petite famille. Situation différente en revanche à quelques mètres de là, au centre-ville. Les problèmes de stationnement sont pointés du doigt par les commerçants. Aujourd'hui, on n'a que 3 places de parking pour 4 commerces. Pour 4 commerces, quand je dis 4 commerces, c'est boulangerie, pharmacie, coiffure, boucherie. Je ne parle pas des 3 restaurants, je ne parle pas de... Voilà. Alors, ils vont vous dire, on en a fait derrière l'église. Sauf que pour aller derrière l'église, il faut faire le tour complet. Selon un récent rapport remis au gouvernement, le taux de vacances commerciales toucherait 10% des commerces de centre-ville. À Guyancourt, ce taux ne dépasse pas les 7%. Jean-Luc Courgault, je me tourne vers vous pour Montigny-le-Bretonneux. Qu'en est-il de la situation des commerces de proximité ? On sait que pour beaucoup de villes, notamment en Grande Couronne, ça peut parfois être compliqué. Vous avez SkyWest, l'espace Saint-Quentin sur votre territoire. Est-ce que vous arrivez à trouver le juste équilibre ? Alors, nous avons la même problématique qu'à Guyancourt et dans bien d'autres villes. Effectivement, les petits commerçants, pour prendre ce terme, les commerces de proximité souffrent beaucoup. Il n'est pas contestable que les grandes surfaces qui se sont installées récemment, tant à Guyancourt qu'à Montigny, posent des problèmes au niveau des petits commerçants. Mais nous, malheureusement, nous appliquons la loi. Ici, une grande surface veut s'implanter, à partir du moment où elle respecte tous les plans d'urbanisme et autres, on ne peut pas l'empêcher. Donc il y a une dégradation de la situation depuis quelques années. Il y a une dégradation de la situation depuis quelques années, mais je dirais il y a aussi les clients
qui, au lieu d'aller dans les commerces de proximité, les habitants tiennent une... Voilà, ils vont dans les grandes surfaces parce qu'il y a tout. Donc nous avons, nous aussi, entrepris, c'est assez curieux, parce que j'en parlais avec mon adjointe en charge du commerce, qui est Chanabé, ce matin, pas plus tard que ce matin, où nous avons déjà entrepris des démarches de communication auprès des commerçants, et nous allons renforcer cette action, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les petits commerçants, j'aime pas, enfin le terme petit, déjà... ce sont les commerces de proximité qui font vivre tous les quartiers. Et ça, il faut absolument le maintenir. Merci Jean-Luc Ourgaud d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux. Merci et bon week-end. Merci. Jeudi était organisée la journée nationale de lutte contre le harcèlement. À cette occasion, une centaine de lycéens étaient en formation à Villiers-Saint-Frédéric. Objectif pour ces jeunes, devenir ambassadeurs et sensibiliser leurs camarades sur cette problématique du harcèlement. Marie Pantra et Camille Lambert pour le reportage. On est quel jour aujourd'hui? Prends ton sac. On est lundi. Et lundi, c'est le jour des claques. Moqueries répétées, menaces, violences. 700 000 élèves de la primaire au lycée seraient victimes de harcèlement. Un mal présent à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux qui peut mener à la dépression et même au suicide. Alerté par ce fléau, Maxime, lycéen à Villepreux, est devenu ambassadeur contre le harcèlement. Depuis 1 an, il sensibilise ses camarades. Il y avait une classe de seconde où je suis passé où il y avait un cas de harcèlement d'un élève. Et il s'est avéré que cette classe a vraiment réussi à prendre conscience sur le harcèlement. Et aujourd'hui, quand on voit cet élève qui a été harcelé sur des motifs assez physiques, on le sent déjà plus en confiance. Comme lui, une centaine de lycéens souhaitent devenir ambassadeurs. À Villiers-Saint-Frédéric, ils ont participé à une journée de formation organisée par le Centre académique d'appui aux écoles et aux établissements et par l'Académie de Versailles. Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'avoir des éléments clés sur la thématique du harcèlement, donc de savoir ce qu'il y a derrière le harcèlement, la victime et l'auteur finalement, qui a d'une certaine manière est aussi victime ou a été victime à un moment donné. Comment on peut l'aider, comment on peut l'accompagner. L'idée, c'est ça, c'est de les amener à être acteurs en fait auprès de leurs camarades et pas seulement spectateurs. Je trouve que c'est plus fréquent qu'on le pense, et vraiment, moi j'avais pas les outils nécessaires pour pouvoir agir, et je trouvais ça vraiment que grâce à ça, maintenant on est au courant, et dès qu'on est face à un cas de harcèlement, on peut agir. Un soutien plus que nécessaire, seulement 4% des élèves victimes de harcèlement le signalent eux-mêmes. Lundi soir, la rédaction de TV78 recevait le témoignage unique du père Yves Genouville, prêtre du diocèse de Versailles. Il a participé fin octobre à un déplacement à Alep, la ville syrienne largement détruite par 4 années de conflit durant 3 jours. Fin octobre donc, avec d'autres membres de l'église, il a pu constater l'ampleur des dégâts sur place et anticiper l'avenir des chrétiens d'Orient. Il serait encore 30 000 sur place. Extrait. C'était très important pour les chrétiens sur place que rapidement nous allions sur place. Et puis pour nous, l'aide à l'Église en détresse, l'importance aussi maintenant, c'est de voir quelles vont être les priorités dans les chantiers de reconstruction, que ce soit concrètement d'églises, de logements, de centres d'apprentis. Là, on a visité un centre d'apprentis qui était mis en place par l'église melkite catholique d'Alep pour tout de suite repermettre aux jeunes d'avoir une formation très concrète, d'électricien, de charpentier, de menuisier, etc., pour très vite relancer l'activité sur place. Attrape mercredi, les entreprises ont coaché des stagiaires. L'école de la deuxième chance organisait des entretiens d'embauche test pour ses élèves. Plusieurs sociétés locales ont accepté de jouer le jeu pour aider ces jeunes sans diplôme à s'entraîner dans des conditions presque réelles. Reportage. Un candidat, 2 recruteurs, toutes les conditions sont réunies pour donner l'impression à Mehdi qu'il passe un entretien d'embauche. Il s'agit pourtant d'un entraînement pour le jeune homme. Comme lui, les stagiaires de l'école de la deuxième chance des Yvelines font face ce matin-là à des professionnels pendant 25 minutes. Objectif, les tester, mais surtout leur donner confiance avant de décrocher un vrai rendez-vous. Au revoir, merci, courage, à bientôt.
Ça leur permet de se situer, en fin de compte, dans leur accompagnement. Ça leur permet de prendre confiance en eux, dans le cadre de leur démarche, de travailler leur projet professionnel avec plus de confiance, de pouvoir s'épanouir. Ils étaient positifs, ils m'ont dit que vu que c'était une passion que je voulais mettre en œuvre dans un métier, ça pourrait être intéressant, que j'aurais tout pour conquérir ce que je veux faire. En tout, 25 jeunes ont participé à cette matinée spéciale. Pour les aider, 10 recruteurs locaux ont répondu à l'appel. Ce premier contact avec le monde de l'entreprise doit permettre aussi à ces stagiaires en formation depuis plusieurs mois de diversifier leurs compétences. Il y a le marché de l'emploi et on sait qu'il y a beaucoup de concurrence dans le marché de l'emploi. Donc il faut que ces jeunes soient prêts aussi à faire face à ce marché de l'emploi et cette concurrence. Et pour ça, il faut qu'ils puissent réussir à faire un super entretien pour pouvoir décrocher leur premier emploi. Depuis leur lancement il y a 20 ans, les écoles de la deuxième chance ont accueilli des jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans. En 2016, 85% des stagiaires ont bénéficié d'une sortie positive, alternance, formation qualifiante ou contrat aidé. Le département des Yvelines compte 3 écoles, dont une à 50 ans en Yvelines. Enfin, un rendez-vous sportif à ne surtout pas manquer ce week-end. C'est au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'enceinte accueille samedi un gala de boxe exceptionnel. 12 combats sont prévus, dont celui du Saint-Quentinois Adila Mohoumadi, qui remettra en jeu sa ceinture de champion européen des poids super moyens face au Français Christopher Rebrassé. L'accueil du public se fera à partir de 17h samedi. Plus d'informations et réservations sur vélodrome-national.com. Et sachez que la rédaction de TV78 reviendra largement sur cet événement dans ses différentes éditions lundi soir. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information du coup lundi en direct à 18h sur les antennes de TV78. En attendant, restez connectés grâce à nos applications TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.